Et puis je lâche pas, je prie, je prie, je prie. S'il te plaît, réponds-moi, s'il te plaît. Et là, il commence à bouger. Ce que je trouve magnifique dans ton partage, c'est que tu t'es pas résigné à l'annonce qu'on t'a dit, il passera pas la nuit. Tu as été jusqu'au bout, tu t'es accroché à ta foi. Waouh. On me sort Comment de la chambre. Forcément, tu me donnes les larmes aux yeux. Désolée, je suis émue par ton histoire et je te remercie de partager ça avec nous. Et c'est souvent comme ça qu'on rencontre vraiment l'amour. C'est quand on cherche pas qu'on est, comme tu disais, tu vivais ta vie, tu étais dans l'instant présent. Alors comment tu retrouves l'amour? Quand et comment? Par hasard. Ouais, c'est ça, c'est... Je ne m'y attends pas du tout. Il a y dormi deux. avec toi jusqu'à quel âge? Ton Charge fils. qu'attends qu'il y ait les mousses qui arrivent. J'adore. Alors, la nouveauté à partir de maintenant sur le podcast, c'est les portraits de femmes inspirantes, une fois par mois, que vous allez pouvoir retrouver. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que cet outil, cette connaissance, c'est ce chemin entre science et foi que vous avez sur le podcast Revealing. Eh bien, pour moi, il est essentiel de le mettre au service des femmes, de leur famille, au temps où la femme a jamais été aussi fragilisée et les familles aussi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sandrine Diouf. Bienvenue Sandrine sur le podcast Revealing. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci d'être là, vraiment. Je suis vraiment heureuse de passer ce moment avec toi et je pense que tu vas pouvoir transmettre énormément aux femmes et aux hommes. Et il n'y a pas que les femmes, en tout cas les femmes et les hommes conscients de ma chaîne. Et si tu veux, cette petite parenthèse de femme inspirante ou ce portrait de femme inspirante, pour moi, c'est aussi l'occasion de rendre concret tous ces principes qu'on découvre sur ma chaîne, qui nous donnent des vraies clés pour construire et co-créer la vie qu'on désire profondément, nos ambitions professionnelles, amoureuses et familiales, sachant qu'aujourd'hui, presque une femme leader sur 2 est célibataire. Donc, on est un peu dans un monde qui nous dit soit tu vis tes ambitions ou soit tu fais une famille. Tu peux pas avoir les deux. Un mariage sur 2 se finit sur un divorce. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment besoin de remettre de la conscience dans nos ambitions, dans notre couple et dans nos familles. Et c'est pour ça que je t'ai invitée. Je suis heureuse de t'avoir. Merci. Alors, Sandrine, je fais une petite introduction comme je le ressens et je l'ai perçu de toi. Pour moi, tu es une femme d'affaires self-made woman qui s'est faite toute seule. Tu es épouse, tu as été amoureuse de Mousse Diouf. Tu as accompagné ton époux dans la maladie. Tu as traversé le deuil. Et tu as su concilier tout au long de ta vie tes ambitions professionnelles, l'amour et les enfants. Et tu as mis tout ça en pratique avec beaucoup de conscience et de foi. Et c'est pour ça que je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui. Alors, comment tu as commencé à construire tes ambitions et quels ont été tes outils conscients, reliants, qui t'ont aidé à faire ça? Alors sûr, il faut partir très loin. J'ai été sportive de haut niveau, très jeune. Donc déjà, mon parcours a démarré dans la compétition et dans le besoin de réussir et l'envie de réussir. Déjà très jeune, dans le combat de la vie, dans l'effort, dans la persévérance et dans la visualisation de... Quand j'allais m'entraîner, c'était pas pour m'amuser ou pour aller à une compétition et participer, c'était pour gagner. Donc tu dirais que le sport t'a donné déjà ces outils qui sont la discipline, l'endurance, la visualisation, qui est très forte chez les athlètes. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Si j'ai réussi à mener ce combat, c'est dans ma tête et j'ai su me mettre dans une bulle et avancer. Magnifique. Et donc, le sport te transmet ça. Et donc après, quand tu décides de construire ta vie, finalement, tes ambitions professionnelles, est-ce que tu avais une idée de ce que tu avais envie de faire? Comment est-ce que tu t'y prends, en fait, en tant que jeune femme, qui souhaite se réaliser? Jamais rien n'a été calculé. J'ai rencontré mon premier mari, qui est le père de mon premier fils, très jeune, qui a été mon première amourette. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. Mais j'étais toujours dans les gymnases et dans les compétitions. Donc,
je n'ai pas connu beaucoup de petits chéris, puisque j'allais pas au cinéma, j'allais pas aux anniversaires, j'allais pas les journées avec les copains et les copines, je sais pas ce que c'était, puisque je passais mon temps dans les gymnases à m'entraîner et les week-ends à être en compétition ou en stage de perfectionnement ou à voyager dans le monde entier dès l'âge de... J'ai voyagé beaucoup en France, mais j'ai commencé à partir aux États-Unis, je crois, mon premier voyage toute seule, sans mes parents. J'avais 14 ans, ils m'ont mis dans un Mm. avion, j'ai atterri dans une famille d'accueil et j'ai passé un mois à m'entraîner et à faire des compétitions Tu là-bas. faisais de la gymnastique, c'est juste. Oui. Mm. Donc je suis partie très jeune de la maison. Et, euh, et donc j'ai connu mon mari très jeune, qui a été mon premier amour. Après, il y a eu des blessures, donc il a fallu vite arrêter parce que le corps, il est confronté à... On le choque. Tu parles du sport. Oui, mon corps était abîmé par les compétitions et par... donc c'était des entorses, c'était des tendinites, c'était en permanence des blessures. Et après, à un moment donné, il a fallu dire, le corps ne suit plus, il faut arrêter. Comme j'avais mon petit amour, ça, chez nous, dans mon éducation et dans ma famille, on se marie vite si on a un petit chéri. Donc j'étais fiancée. À quel âge? J'étais fiancée à 18 ans. Ah ouais, c'est Ouais. fou aujourd'hui. Hein. Ouais. Et mariée derrière à 19. Et mon fils Gaëtan est arrivé très vite, T'avais quel âge quand t'es devenue mère pour la première fois? 20 ans. Ah ouais. 20 ans. Mais j'étais très heureuse et très épanouie. Et tu faisais tes études en parallèle J'avais de... arrêté mes études. J'avais pour le arrêté mes sport. études parce que j'étais en sport-études. J'ai eu un cursus scolaire en sport-études. Et après le bac, on fait un choix où on continue ou pas. Bon, on était beaucoup moins, il y a 30 ans en arrière ou 40 ans, on était beaucoup moins accompagnés que maintenant. Mm. Donc ça s'est arrêté. Et parce que j'étais tout le temps en voyage et on n'avait pas les avantages que maintenant ont les sportifs. Ouais, c'est sûr. Ouais. Il fallait faire un choix. Et donc, du coup, t'as arrêté au bac, si j'ai bien compris. Oui. Donc, c'est encore... Moi, j'adore parce que je pense qu'on est dans un monde... Enfin, il y a eu ma génération où je pense que ça s'est arrêté avec ma génération, avec les études, les surdiplômes. Et là, on est clairement dans un monde où ton diplôme ne t'assure rien du tout. D'ailleurs, il y a plein d'élèves ou d'étudiants surdiplômés qui ne trouvent pas de travail et d'autres qui se lancent dans le monde de Mais l'entrepreneuriat. mais j'avais surtout pas le choix. C'était où j'arrêtais la compétition. Mais quand c'est un engrenage aussi, parce qu'on rentre, moi je crois, à 14 ans, j'étais en équipe de France. Ouais. Puis après, il y a les championnats d'Europe, championnats du monde, on voyage et on n'est pas accompagné, on n'a pas le choix. Mais du coup, comment tu continues à la fin du Donc sport? je Ça, c'est continue à la hyper fin du sport. intéressant. Une belle rencontre. J'ai la chance de rentrer en alternance dans le sport. J'ai travaillé avec Bernard Tapie. On me fait très vite confiance. On me propose suite à cette alternance un CDD, puis un CDI. Et l'aventure a duré 8 ans. Donc j'ai été à la bonne école avec Un entrepreneur qui s'est fait aussi tout seul. Ouais, et qui a été très très dur. Mais avec le recul, je me dis que c'était que du bonheur. Quand tu dis qu'il a été très très dur, tu peux nous donner des exemples? Le téléphone, ça sonnait 2 fois, s'il appelait et qu'au bout de 2 sonneries, on ne répondait pas, on se faisait... alors, il nous hurlait dessus. Ah ouais. Et moi, j'étais choquée. J'ai pleuré plein de fois parce que j'étais effrayée déjà par le personnage. Il m'impressionnait. Quand il arrivait au bureau, il fallait plus parler, mais pas lui, hein. C'était l'ambiance autour de nous qui nous...
et surtout les gens qui étaient au-dessus de moi, qui étaient tellement tétanisés, qui nous transmettaient cette peur Ah ouais, de mal faire. c'est loin du leadership conscient d'aujourd'hui, Ouais, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Donc c'était très dur, mais d'un autre côté, ça m'a appris à devenir, déjà à travailler, à y croire, à se positionner très vite, Mm. à être réactive. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu professionnel, si on n'est pas réactif, J'ai le père d'une amie qui dit les opportunités, c'est comme un train. Soit tu montes dedans, mais quand il est parti, il est ah ben parti. c'est voilà. Donc par contre, ça m'a appris à des fois prendre des décisions très vite sans réfléchir. Donc intuitivement. Ouais. Donc oui. Et après, on se dit ah, J'ai comment je bien vais fait. faire? Ah ouais. Ben on va improviser. Donc très vite, donc je me suis mariée, j'avais un travail qui me plaisait, j'étais passionnée par ce que je faisais aussi, hein, le milieu sportif, euh, l'organisation, les déplacements aussi professionnels, c'était génial, ce qui m'a coûté un divorce aussi. Ok, on va parler de la différence entre ton premier et deuxième mariage. Mais du coup, quand tu fais ces 8 ans, dans cette première partie où j'ai envie d'aller explorer un peu comment tu as construit tes ambitions pour soit les jeunes qui nous écoutent, soit les femmes qui se posent des questions dans leur carrière et leur donner en fait cette force de se lancer dans la voie de leur cœur. Comment est-ce que tu rebondis après ces 8 ans? Après ces 8 ans, quand tout s'arrête avec Monsieur Bernard Tapie, Exactement, ouais. ben, ça s'arrête, on s'y attend pas parce qu'il a des problèmes qu'on connaît avec la justice et on nous propose soit de rester en poste avec une diminution de notre salaire de 90% ou de partir avec un chèque. Et je décide de partir avec mon chèque et je me dis je recommencerai ailleurs. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. D'autant plus que je devais divorcer. Comment tu fais? Tu es en train de divorcer, tu plus de job, tu as un enfant. Ben, travailler, me retrouver dans une boutique, alors pas que je n'étais pas capable de le faire ou que c'était pour moi pas bien, mais j'avais quand même de l'ambition Mhm. et j'avais envie de continuer dans ce que je savais faire. Mais je n'avais aucune idée de marché du travail. J'ai jamais été inscrite à Pôle emploi, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai un copain à moi qui me propose, qui me dit, écoute, j'ai un ami qui a des agences immobilières. Je vais te le présenter. Ça peut être bien pour toi. Donc j'attaque. On me le présente. Ça me plaît. Il me dit, moi, je ferme mes agences tout le mois d'août. Si tu veux, tu ouvres une agence. Tu gardes l'agence. Tu fais l'intendance. Tu vois comment ça se passe et au moins tu te familiarises avec le milieu de l'immobilier. Donc j'étais vraiment toute seule dans cette agence. J'ai dit OK au mois d'août et j'ai eu la chance du débutant. J'ai fait 5 ventes. Waouh! Ouais. Et l'appât du gain m'a plu. Ce côté Challenge. challenge, ce côté aussi indépendante m'a plu. Parce que je me suis dit, avec un enfant de 4 ans, divorcé, il a besoin de moi, les sorties d'école ou aller les rendez-vous pédiatres ou médicaux ou quoi que ce soit. Je ne suis pas salariée, je peux le faire. Je cherchais absolument pas un poste de salarié. Je me suis dit, en fait, je croyais en moi. J'ai cru en moi et j'ai accepté le dilemme alors qu'on était payé à la commission Et l'inconnu, en fait. et l'inconnu. Et ce qui est drôle, c'est que tu me disais, aujourd'hui, bah, tu es à la tête de Off Real Estate, donc c'est de l'immobilier de prestige Mhm. sur Paris, Saint-Tropez, Monaco et Dubaï. Oui, Et que tu avais déjà ta carte à l'époque ouais, avec Sandrine Fernandez c'est ça. et immobilier de prestige. Alors j'ai démarré dans une toute petite agence, dans un tout petit village à Auriol, dans le sud de la France. Et ma première carte de visite, donc c'était Sandrine Fernandez. Euh, alors que je travaillais de Marseille, hein, dans un petit village. J'adore. Il y avait écrit Marseille, Paris, Saint-Tropez, Dubaï, USA.
Ok, excellent. Non, alors que je vendais des maisons de village. non, mais ça, j'adore. Et c'est pour ça aussi que je t'ai invité sur le podcast Revealing. C'est qu'on parle de rétrocausalité, de comment se connecter à un potentiel futur, comment s'aligner aussi avec ce qu'on veut réaliser, co-créer dans la vie. Après, évidemment, on a aussi des invités sur le podcast qui nous disent que la vie est un mélange de libre arbitre et de destin et que certaines choses sont déjà écrites, mais d'autres pas du tout. Et toi, avec cet exemple, moi, j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'en gros, c'est comme si tu étais déjà la Sandrine d'aujourd'hui au Oui, moment où tu commences. ouais. Et ça, c'est puissant. Mais en fait, tu vas découvrir, et on en a déjà parlé en amont, que tout ce que j'ai visualisé en fait dans ma vie, c'est- soit c'est arrivé, soit ça arrive. Ouais, mais tu parlais de la visualisation dans le sport. Et d'ailleurs, j'ai fait une masterclass le mois dernier sur le pouvoir de l'attention. Et c'est même encore, ça va plus loin que la visualisation basée sur les neurosciences, etc. Tous les athlètes, les grands virtuoses, tous, et les mystiques aussi, enfin, tous ceux qui réussissent ou transcendent une discipline, en tout cas, ils ont cette pratique de la visualisation. Et les neurosciences montrent la puissance de cette chose-là. Et là, c'est vraiment, pour moi, cet exemple de carte, c'est à la fois tu visualises et à la fois tu dis, voilà, c'est ce que je suis là Mais maintenant. j'avais complètement oublié cette carte. Et c'est une personne qui me suit sur Instagram. On s'était connue, une copine, il y a des années en années. On s'était retrouvés dans un voyage, je ne sais plus dans quel pays. Et on avait échangé donc la carte de visite. Et elle me suit. Et elle m'a envoyé cette carte sur Instagram en message privé, en DM. Et j'ai trouvé ça dingue. J'ai dit, oh là, déjà. Tu savais déjà. Et en fait, ouais, c'est ce que... Je le savais intérieurement, mais là, j'ai eu la preuve. Ça m'a dit, quoi, je veux dire, putain. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, là, tu es en train de changer après 8 ans. Tu oses aller dans l'inconnu. Euh, Tu es future maman solo. Mm. Quelque part, si tu devais donner qu'un mot de ce qui t'a permis de faire ce pas et de trouver quelque part ce qui t'allait, qu'est-ce que ce serait? La foi en toi? Alors, la foi et croire en soi, ne pas douter de soi. Et alors, c'est vrai que on peut divorcer, on peut remettre, mais alors, c'est surtout ne pas subir. Subir un mariage, subir. Alors, je ne dis pas que je subissais mon mariage, mais j'étais plus heureuse Mm, parce que sinon, je serais encore avec mon mari. Il y avait un enfant qui avait que 4 ans. mm. Et j'ai dit, non, c'est pas ça. Ça va pas. Mais comment est-ce que tu as trouvé cette confiance en toi, de croire en toi? Qu'est-ce qui t'a donné? Parce que dans la vie, il y a aussi des moments où on va douter de soi, où on va... Qu'est-ce qui te donne cette force de te dire, non, c'est comme ça, et je vais y Ben, arriver, je je vais dis trouver pas un que je chemin. doute pas. Ça m'arrive encore de douter en moi et Oui. de ne pas savoir. Je suis pas surhumaine. Mais je sais m'isoler, me poser les vraies questions, ce que je veux, ce que je veux plus et ce que je veux pas. Et je doute pas. Et je fais. Et je crois en l'univers et je crois en de belles choses parce que je me dis, si on veut, on peut. Donc pourquoi te poser, pourquoi rester dans ce négatif? Pourquoi me polluer ma tête? Alors aujourd'hui, j'en parle avec du recul et c'est vachement plus simple pour moi d'en parler. Mais je te dis pas que ça a été très simple de quitter un mari aimant. Et mais je n'ai pas fait marche arrière. J'ai avancé. Et je me suis dit, j'ai un enfant de 4 ans qui a besoin de son papa, mais il a l'amour de son papa, il a l'amour de sa maman. J'ai un métier je suis tombée, je suis passionnée d'immobilier. J'aime un métier qui me plaît. Financièrement, ben, je me suis jamais posé les questions. Moi, j'arrive d'une famille d'ouvriers. Je veux dire, j'avais rien, j'avais pas l'appui de mes parents. Mais j'ai cru en moi. J'ai cru en moi, je ne me suis pas posé de questions en me disant j'aurai plus le salaire de mon mari, je vais plus être parce que j'avais un mari qui me gâtait aussi. Mais ces questions, c'était fini quoi. Avance. T'as dit, je crois en l'univers, donc j'imagine que c'est, enfin, cette force supérieure que certains appellent l'univers, d'autres dieux,
auquel tu t'es relié, toi, tu fais ton travail en te disant, voilà, c'est ce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux absolument pas. Voilà la direction et je sais que je suis soutenue par quelque chose de plus grand qui va me montrer la voie. C'est Oui, ça? oui. Il n'y a jamais rien sans rien. Et quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. J'ai une amie qui dit ça aussi. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est que Ah, c'est sûr, c'est c'est pas la certain. voie. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand on a un pressentiment ou qu'on doute sur quelque chose, c'est que c'est pas bon. Ok, c'est l'intuition, se Ouais. relier à son Mm. intuition. Et merci pour ce partage, Sandrine. Et ensuite, du coup, donc t'es maman solo, comment Mm. tu retrouves l'amour? Parce qu'il y a plein de théories. Ah, mais si je suis maman avec des enfants, j'ai encore moins de chance. Tu vois, tout Alors, je me ce... suis jamais posé ces questions Voilà, parce que pour moi, j'allais pas recommencer ma vie. J'ai pas quitté mon mari pour recommencer ma vie. ok. Donc, c'est vraiment, je suis pas dans cette optique de rencontrer. Je quitte pas pour, non. Je quitte parce que je j'aime plus mon mari et que et je suis amoureuse de mon métier et je suis et j'aime mon fils. Je suis organisée, j'ai des nounous, j'ai ma famille qui est proche de moi. Donc c'est une organisation. Je suis quelqu'un de très organisé. Tu vas nous en dire plus. Mais alors, comment tu retrouves l'amour? Quand et comment? Par hasard. Ouais, c'est ça, c'est... Je m'y attends pas du tout. Et c'est loin. C'est Combien de pas. temps après ta séparation? Gaëtan avait 5 ans, je crois, après. 5 ans. 5 ans après ta séparation. Et entre-temps, t'as pas eu d'autres aventures? Oui, j'ai une petite amourette, mais Oui, mais t'avais pas pas un envie grand de te amour. Non, non, remettre non, dans non. quelque chose de... Non, non, j'ai eu Mousse qui a été une révélation. Ah, c'est fort. Ça a Et été, ouais, un coup de. En fait, moi, j'ai pas cru du tout. On a été présenté à un dîner. Je sentais qu'il me regardait, mais je me dis, j'étais pas du tout. J'étais pas dans l'optique du tout de. Et puis on s'est retrouvés des années plus tard. C'était une présentation professionnelle. Je sentais qu'il y avait que je lui plaisais, mais j'étais pas du tout intéressée. Et des années plus tard à Paris, là c'était dans le sud, à Paris, on se retrouve dans un restaurant tardivement le soir et il me voit dans le noir, mais peut-être 3 ans après. Et il me dit, Sandrine, tu vas bien? Et en fait, c'est ce Sandrine, tu vas bien, 3 ans ou des années après, qui m'a séduite parce que je me suis dit, en fait, il se rappelle de mon prénom. J'étais pas avec des amis à lui, donc c'est pas quelqu'un qui a pu lui dire comment elle s'appelait, celle qu'on avait rencontrée il y a des années au dîner, blablabla, blablabla. Et en fait, j'ai vu que ses yeux et ce Sandrine, ça m'a percuté dans ma tête. Et de là, toujours dans l'immobilier, j'ai dit oui. Il m'a dit, ben, ça tombe bien parce que je cherche un théâtre. J'ai dit, ben, appelle-moi, si je peux t'aider, volontiers. Et tout de suite après, il m'appelait tout le temps, mais en fait, il n'a jamais acheté de théâtre. Et on ne s'est jamais quitté. On ne s'est jamais quitté. Et de là, c'est parti. Je faisais beaucoup d'allers-retours entre Paris et Marseille. Et dès que j'étais à Paris, ben, on se voyait, on était tout le temps et ça a été très vite. On a vite aménagé ensemble. C'était une évidence pour lui. Et pour moi, ça l'est devenu. ah, c'est... J'y croyais pas du tout. Parce que j'avais le cliché du comédien, de la personne sollicitée. Je connaissais rien à sa vie, en fait, parce que je ne m'intéressais pas. Et j'aurais dû m'y intéresser un peu plus, je pense. J'aurais eu moins de soucis. Moins de galères après. on va parler de ça aussi. Mais il était tellement tout le temps avec moi que je me posais pas de questions. Mais alors, vraiment, zéro question. Il me comblait d'amour, il me comblait de... On était tout le temps ensemble. Si j'étais pas à Paris, il descendait dans le sud. Et Isaac est arrivé très vite. C'est dans ton partage de cette rencontre amoureuse avec Mousse,
ce que je trouve vraiment beau, et tu l'as dit plusieurs fois, tu as dit, je me pose pas de questions. Mm. Et je pense que une des choses qui empêche beaucoup les femmes de se réaliser, c'est quand il y a trop de questions. Oui. Et aussi dans les femmes que j'accompagne à concilier ambition et retrouver l'amour quand elles ont des super postes ou des mamans solo. Souvent, je dis, mais c'est pas en cherchant en fait qu'on trouve l'amour. Pas du tout. C'est en étant focalisé sur soi, en prenant soin de soi. Exactement ce que tu viens de dire. Moi, je me pose Mais pas de moi, questions. Je ne alors, mais cherchais pas. vraiment, jamais. Et j'ai des gens proches de moi qui m'ont dit, mais Sandrine, tu gâches tes plus belles années et tu es seule et c'est pas possible. Mais jamais, jamais. Alors, et je suis sortie avec mes bandes de copines et d'amis dans le sud. On a fait les 400 coups, hein. Mais on vivait l'instant présent. On était là pour s'amuser, pour être ensemble, pour passer des bons moments de partage on se racontait nos vies, nos pleurs, nos chagrins, mais on n'était pas là. Jamais je me suis dit, il faut que je rencontre quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est toujours Et comme pour ça. moi, je n'allais pas recommencer ma vie, quoi. C'était et à chaque fois. Et c'est souvent comme ça qu'on rencontre vraiment l'amour. C'est quand on cherche pas qu'on est, comme tu disais, tu vivais ta vie, tu étais dans l'instant présent, tu vivais ce qu'il y avait à vivre. J'étais organisée avec mon fils, avec Gaëtan pendant, je crois, jusqu'à ses, je sais pas quel âge, il a dormi avec moi dans le lit et sa chambre, on dormait ensemble, on se faisait plateau repas, on kiffait notre vie. Il a à dormi deux. avec toi jusqu'à quel âge, ton Ça, fils? jusqu'à temps qu'il y ait les mousses qui arrivent. J'adore. Et il l'a bien vécu quand il est arrivé. Ouais, super. Non, 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 on l'a fait. Non, 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 bien. Ça me fait sourire. Je suis aussi maman d'un petit garçon, donc je sais un peu comment c'est les mamans et les garçons. Toi, tu as 2 garçons Ouais, aussi. ouais, Hein. ouais, ouais. Non, non, mais ça s'est fait naturellement, mais on était, quoi, et on est très heureux, une famille très aimante, et j'ai tellement d'amour de mes 2 garçons. J'ai beaucoup de chance. Hmm. C'est beau, c'est vraiment beau. Comment tu gardes la flamme après, avec l'arrivée d'Isaac dans ton couple? Parce que je Ah, sais de toi que bah voilà, tu as été éperdument amoureuse. Mm. Enfin, même si son corps nous a quittés, tu es Mm. encore très amoureuse Mm. de ton mari. Comment tu as gardé cette flamme avec un enfant d'un premier lit, votre enfant? Ben, Mousse a toujours considéré Isaac, et alors Gaëtan, il savait que Gaëtan est son papa. D'ailleurs, quand on a pris la décision de quitter le Sud pour s'installer définitivement à Paris et de créer notre famille recomposée, Mousse a voulu rencontrer le papa de mon fils, Gaëtan, pour lui dire ils sont partis tous les deux. Je me suis dit, mais quel délire! J'ai été. Je me suis dit, il me dit, tu me donnes le numéro de Jean-François? Je dis, pourquoi faire? Il me dit, non, je vais l'appeler, je vais prendre un verre avec lui. Donc déjà, c'est bizarre. Et en fait, Mousse voulait rassurer Jean-François en lui disant, écoute, j'embarque Sandrine, ma femme, quoi, et ton fils en fait partie. Et j'ai besoin que tu saches avec qui il part. Et donc, d'un verre, ça a fini à 5 heures du matin, je crois que c'est rentré. Et c'était surtout par respect. Et je ne comprenais pas la démarche. Et après, je me dis, c'était finalement très chouette ce qu'il a fait. Et mon ex-mari était très content d'avoir que Mousse ait fait cette démarche. Et j'ai trouvé ça plutôt bienveillante. Donc, on est parti s'installer à Paris. Isaac était né et c'est surtout Mousse savait que Gaëtan avait son papa, mais il a considéré tout de suite comme si c'était son fils aussi. Il a jamais voulu prendre la place de son père, mais il n'a jamais fait de distinction entre Isaac, Gaëtan ou ses propres filles. Quand on partait en vacances, on était une équipe. Hein. Ouais. Et donc, toi, tu deviens aussi belle-mère avec ce deuxième mariage. Oui. Et comment est-ce que tu surmontes, je sais,
de par les personnes que j'accompagne, mais aussi les personnes qui m'entourent, que enfin voilà, les familles recomposées, il y a d'inclure l'harmonie avec les enfants, que des fois c'est pas toujours évident. À quoi tu t'es confrontée et comment est-ce que tu as réussi à gérer ça? Ben, comme j'ai jamais trop posé de questions à Mousse et j'ai jamais été, tout ce que je te disais tout à l'heure, très curieuse de sa vie parce qu'il me donnait tellement qu'il n'y avait pas de doute pour moi, que j'apprends en fait qu'il était, oui, séparé, mais qu'il n'avait pas dit qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Elles ont appris, je crois, la naissance d'Isaac, ou pas la naissance d'Isaac parce qu'elles m'ont vue enceinte, mais la présence d'une autre femme dans sa vie dans la presse. Donc je pense que ça n'a pas été Ah cool oui, pour elles ou pour leur maman, parce qu'elles étaient jeunes, mais je pense qu'après, le travail n'a pas été... je pense que Mousse est fautif, ah oui. a été un petit peu Autant lâche. il a anticipé Mm. avec Gaëtan, Mm. autant sur Ouais. ce Il a point-là. été très lâche. Il a été très lâche et c'est moi qui en ai payé les pots cassés après. Pas quand il était en vie, parce que ben, la première fois qu'il m'a emmené la grande, ben, elle m'a vue avec un gros ventre. Ouais. Elle est arrivée dans l'appartement, j'ai fait comme si je suis restée à ma place, j'en ai pas fait plus que ça. Je voulais pas non plus, parce qu'une fille avec son papa, c'est... Je suis restée très discrète et je l'ai laissé elle venir à moi tout doucement. Ok. Voilà, qu'elle s'apprivoise tout doucement. Après, elle a voulu venir avec nous en vacances. C'était mes derniers mois avant l'accouchement. Elle a été là quand son frère est né. On était partis dans notre maison dans le sud. On a passé avec mon grand-fils, avec Gaëtan qui avait presque le même âge. Ça s'est super bien passé. Ils se considéraient comme frères et sœurs. Donc il y a eu ça aussi qui a facilité le fait d'avoir un grand-fils de l'âge de ma belle-fille. Belle-fille. Mm. T'as deux belles Deux filles, hein, c'est belles-filles, juste. mais une qu'on voyait un peu moins, la plus petite, la Ok. plus jeune. Après, elle est venue. Il y avait des hauts et des bas aussi, un peu plus dur avec la petite. Mais Isaac a été un bonheur pour toute cette grande famille. Ça a été... elles étaient pleines d'amour pour leurs frères, elles étaient pleines d'amour, elles aimaient évidemment leur papa était leur idole Mm. et c'était beau. Et je pense qu'elles étaient un peu plus frustrées par rapport à... Elles vivaient mal le fait de ne pas pouvoir le partager avec leur maman. Donc tout ce qui se passait chez nous restait chez nous. Ouais, c'est souvent le. Ouais. À part dans Et les. certainement pour pas faire de la peine à la maman. Mais c'est l'instinct protecteur aussi, donc je leur en voulais pas. Moi, combien de fois elle me disait tu peux nous accompagner à l'école pour rester une nuit supplémentaire à la maison, mais il faut pas dire à maman. Tu diras que c'est Ouais. papa qui nous emmène. Je dis ben oui, il n'y a pas de souci. Tu penses que l'ex-femme a mal vécu ce Mais c'était nouveau. ça, oui. Ouais, c'était. Je pense qu'elle, ce qu'elle a le plus mal vécu, c'est qu'il m'a épousée et qu'il a pas marié. Donc c'était un ego de femme. Mm. Alors que c'est la même chose, il y a donné quand même deux enfants. Donc on a le même rôle. Après, souvent, dans ces histoires, Mm. ce qui peut ressurgir, c'est aussi cette sensation de ne pas avoir été autant aimée. Mm. Peut-être qu'elle a eu ce sentiment qu'il t'a aimé plus Je ne fort. le sais pas parce que j'ai jamais posé De questions. de questions. Et peut-être qu'il a aimé aussi fort que moi Ouais, t'as pas. et qu'il a quitté lâchement aussi, je ne sais pas. Dans les familles recomposées, souvent, quand ça se passe super bien, c'est que l'ex-femme et la nouvelle femme s'entendent super bien. Mm. C'est très rare, mais quand il n'y a pas cette conciliation, du coup, les enfants se retrouvent un Comme je peu. t'ai annoncé, elle a su mon existence par la presse. Ouais, Donc je pense déjà, que ça, c'est un ouais. Et puis départ. quand on est, ben, c'est parce que Mousse était un personnage public et c'était à lui à faire les choses. C'était moi Ouais. je connaissais même pas son existence. Donc pour moi, il était séparé depuis des années. Et est-ce que tu as souffert en tant que belle-mère? Enfin, il y a des choses qui t'ont touché, qui t'ont fait mal, que tu as su dépasser? Ben, quand il a eu la maladie, oui, j'en ai souffert. Pas avant, parce que tant qu'il était là, il me protégeait, finalement. Mm. Puisque c'est lui qui vivait
Moi, je suis jamais rentrée dans sa vie quand il partait voir ses filles ou quand il allait chercher son courrier ou je ne sais pas ce qu'il allait faire à Montreuil. J'ai jamais posé une question en me disant tu pars à 14 heures, pourquoi tu n'es pas là à 16 heures, pourquoi tu n'es pas là Oui, à 20 ouais. heures. C'était un électron libre, Mousse. C'est Donc, peut-être les bases aussi d'un et couple on qui était, dure, hein. voilà. Et puis, j'avais tellement confiance en lui que jamais, 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 je me suis dit, il y a une double vie ou quoi que ce soit. Mm. Pas du tout. Donc, j'étais. Et je pense que le secret aussi d'un couple, c'est de lâcher prise et de ne pas se poser de questions, parce que sinon, ça sert à rien de se mettre avec une personne. Ouais, c'est juste, s'il n'y a pas cet état de Ben, confiance ben oui. et de contrôle. Le contrôle, il n'y a rien de pire. On Ouais, est ouais. bien d'accord. Ouais, ouais. Et donc oui, donc tu disais, c'est après que, que tu avais traversé ces difficultés avec tes beaux-enfants. Ben, j'aurais vécu Ou que la pendant la maladie. maladie. Que j'aurais vécu que la maladie. Tu te dis, c'est un combat, c'est mon rôle, je suis sa femme. C'est normal. Mais ce qui n'a pas été normal, c'est ce que j'ai vécu, ce qu'ils m'ont fait vivre. Est-ce que Je tu pense peux nous en parler? ben, je pense que tout être humain ne peut pas, n'a pas le droit de vivre ce qu'on m'a infligé. Déjà, j'ai vécu le racisme Inversé? inversé, mais vraiment. Alors que moi, en étant mariée avec Mousse, j'allais chez ma belle famille, je recevais mes belles-filles, Mousse a un frère, une sœur. J'ai jamais vécu ça, on me recevait les bras ouverts, j'ai jamais rien ressenti. Mais après, j'ai senti cette haine. Ah, carrément, tu parles de haine. Oui, de violence même. Tu peux nous donner des exemples? J'en perds mon papier. Tu peux nous donner des exemples? Si tu Après, souhaites après on n'est pas partager. là pour faire le procès de personne, hein, parce Non, mais que le temps est c'est... passé et vraiment, j'ai appris à pardonner, je suis en paix avec moi-même. Hein. Mais c'est ça qui est beau. J'ai aucune C'est haine ça qui est beau. et je leur souhaite tout le bonheur possible. Et si la vie est douce pour eux, ben, tant mieux, vraiment. Mais c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu vis cette difficulté que potentiellement plein de femmes dans des familles recomposées vivent déjà ou pourraient vivre. Et c'est pour ça que je te demande de nous partager. Et en même temps, tu as traversé ça et tu dis j'ai pardonné et tu es là en souhaitant le meilleur. Et c'est ça que je trouve super beau. Mais dans les difficultés, tu disais le rejet finalement quand tu parles de racisme. Le rejet, Mais ouais. qu'est-ce qui t'a vraiment... À quelle difficulté tu as dû dépasser et comment tu l'as fait? Ben, déjà, quand Mousse a son deuxième AVC qui est grave et qui est dans le coma, c'est moi qui suis confrontée aux paroles violentes des médecins la nuit en me disant il va mourir, il ne passe pas la nuit. C'est un choc. La première des choses que je fais, je prends le téléphone et j'appelle la mère de ses filles. Parce que je me dis, je ne peux pas le dire moi à mes belles-filles, ça va être trop violent. Même si j'ai pas de problème à ce moment-là avec mes belles-filles, du tout. Parce qu'on passe toutes nos vacances ensemble. Hein. Plus elles viennent à la maison quand elles veulent, il n'y a pas de... on n'est pas dans les gardes, il n'y a pas de problème. Et je l'appelle, je lui dis, écoute, c'est Sandrine, je suis désolée de t'appeler, mais il est arrivé quelque chose de très grave à Mousse. Il est dans le coma, il est dans cet établissement. Les heures de visite, c'est de telle heure à telle heure. Donc, je préfère passer par toi pour l'annoncer aux filles. Elle me remercie. Elle me dit merci d'avoir fait cette démarche, c'est gentil. Mais comme de copines, hein, comme de copines. Et je raccroche et elle vient tout de suite le lendemain avec les filles. Les filles, je les sens un peu distantes parce qu'il y a la maman et je pense qu'elles ne savent pas comment se positionner avec moi. Et elles font les visites en réanimation, on n'a pas trop le choix, quoi. Donc on est en salle d'attente. Et là, très vite, au fur et à mesure des jours qui avancent, les tensions s'installent. Où on me fait vivre que, en fait,
chez eux, c'est pas la femme qui décide, c'est la famille. Que j'ai pas ma place ici. Que c'est pas parce que je suis là, que je lui ai donné un fils, que j'ai ma place. Chez eux, c'est la famille, c'est pas la femme qui décide. On tombe en période de Ramadan, qui est une période sainte chez eux. Moi, je suis catholique, nous, c'est musulman. On est un couple mixte. Mais j'ai jamais vécu, je veux dire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème chez nous, quoi. Je suis très ouverte à tout ça. Mousse était respectueux envers ma religion et moi envers la sienne. Et on m'apporte pas. Je suis jour et nuit à l'hôpital. Et pour une religion qui est dans le partage, on m'apporte pas un bol de soupe, quoi. On me laisse toute seule. Je vis à l'hôtel. On me propose pas un lit. On me propose pas. Nous, notre maison est dans le sud. À cette période-là, on était repartis vivre dans le sud. Je suis loin de ma famille. J'ai pas d'appartement à Paris. Et on s'en fiche. On ne me traite pas comme un membre de la famille, alors qu'on est soi-disant une famille unie. Et au fur et à mesure, les jours passent et en fait, on veut complètement m'évincer, me dégager et on me sort de la chambre. Waouh. On me Comment sort de la chambre. Forcément, tu me donnes les larmes aux yeux. Comment est-ce que tu dépasses ça, toi? Parce que c'est l'amour de ta vie, déjà que tu es en train de traverser le deuil, tu as accompagné tes 2 enfants, potentiellement tes belles-filles. Qu'est-ce qui te donne la force de traverser ça alors qu'on te... Mais je suis stoïque, je ne sais pas ce qui m'arrive en fait. Mais j'essaie de rester dans ma bulle. Mon papa, ma mère, ma sœur, mon ami d'enfance viennent à Paris pour m'accompagner. Essayer d'être là le maximum parce qu'ils voient qu'il y a des tensions et pour me protéger. Mais je suis complètement dans une bulle et je me protège. Je me protège, pourtant Isaac n'est pas là. Ma sœur essaie de s'en occuper un maximum. Gaëtan non plus. J'essaie d'épargner mes enfants à ça. Et il y a même une fois où je suis en salle de réanimation dans la chambre avec mon mari. Et puis il y a l'ex-femme qui rentre, l'ex-compagne qui arrive dans la chambre avec ses filles. Donc automatiquement, je vais sortir. Automatiquement, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Ben là, non. Là, il y a le frère qui arrive, qui donne un coup de pied à la machine de dialyse, qui me dit que tu te dégages d'ici, t'as compris, quand on est là, on veut plus voir ta gueule, tu te dégages. Mais on n'est pas des... Je suis un être humain. On me dit gentiment, Sandrine, et j'allais le faire, parce que je sais faire la part des choses. Je sais que c'est leur moment, parce que sinon, si j'avais pas envie de faire ça, je n'appelle pas l'ex-compagne pour lui dire de ce qui se passe. Et je fais les choses comme je le veux moi. Et donc c'est violent. Et puis on me dit, tu veux une médaille? Tu fais quoi? Tu veux qu'on te remette une médaille? Ce que tu fais, c'est ton rôle. C'est rien de plus. C'est fort et c'est violent, comme tu dis. Ce qui est fou, c'est que tu vas tout donner. À tout. Quand tu dis... Désolée, je suis émue par ton histoire et je te remercie de partager ça avec nous. Ce qui est beau, c'est que tu as su dépasser ça et qu'avant même que tu nous racontes ça, tu as dit « je leur ai pardonné, je leur souhaite le meilleur ». Et sur cette chaîne, c'est cette grandeur d'âme que j'essaye de transmettre à un plus grand nombre. Et c'est pour ça que ton histoire et ta personne m'a beaucoup touchée. Et là, maintenant, je me dis, qu'est-ce que j'ai bien fait de t'inviter. Quand ils te disent, il va pas passer la nuit, tu te dis, non. En anglais, on dit, you don't take no for an answer. Et tu dis, non, il va pas. Oui, il va passer la nuit. Et là, juste pour faire la transition, c'est que tu vis tout ça, mais à la fois, l'amour que tu as pour ton mari est tellement grand que tu vas aller jusqu'au bout dans son accompagnement et tu vas tout faire, tout, pour qu'il récupère sa santé, alors que tu aurais pu juste, tu vois, finalement te dire, c'est horrible ce qu'on m'inflige, alors
je pars parce que c'est trop dur. Et toi, tu te mets dans ta bulle. Je pense que tu dois te relier forcément à quelque chose de plus grand. Peut-être que tu pries même. On m'a toujours dit, on me l'a dit, hein, on m'a dit Sandrine, quand on m'a vue dans ce combat et la famille qui m'aidait pas, cette guerre, parce que Ouais, en pleine maladie, c'était c'est horrible, tout sauf, horrible. sauf ce Dans la dont tu as salle besoin. d'attente, on a juste envie de se prendre dans les bras, et là, pas du tout. On se regarde, c'est à se croiser. Celui qui est dans la salle d'attente, eh ben, on va prendre un café. En fait, il y a une haine, alors on n'avait pas besoin de ça. Je vais juste. Alors, je suis bien que la nuit là-bas, parce que je sais que je suis seule. Il n'y a personne qui va venir. Alors que je sais que la nuit, j'ai pas le droit d'aller en réanimation, mais le personnel a été. Le personnel soignant, ils m'ont donné tellement d'amour. Et ils me laissaient Je restais en salle d'attente toute la nuit. De temps en temps, ils me disaient, allez, venez. J'allais le voir. Et je cherchais ce que c'était le coma sur Internet, comment se réveiller d'un coma, parce que j'espérais. Et, euh, et j'ai tenu parce que j'ai su me mettre, je pense, dans cette bulle. J'y ai cru. Je lui parlais beaucoup. Je savais que Mousse était un personnage, un surhumain. Donc je savais qu'il n'allait pas me lâcher comme ça. Et tu as trouvé, à un moment, tu as été trouvé le chirurgien Mm. que tu as convaincu Ouais. qu'il prenne en charge. Ça aussi, c'est une magnifique force à transmettre à En toutes fait, ces femmes. ça a été fluide en plein mois d'août, parce qu'on me dit que je vois que Mousse, il y a de l'amélioration, mais eux me disent, ben, les médecins, ils passent 5 minutes le matin, surtout en réanimation, ils font la visite, ils essaient de lui parler, ils se barrent, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Et puis les images de l'IRM étaient noir sur blanc, on voyait bien, moi ils me l'ont montré, hein, pour essayer de me convaincre. Regardez bien, il y a plus les reins ne marchent plus, la tête, il n'y a plus rien, le tronc cérébral a été touché, il y a des milliers de trous dans son IRM, il n'y aura rien. Il vit parce qu'il y a une machine. Mais moi qui étais H24 avec lui, je lui parlais H24. Je voyais des gestes, les clignements des yeux, la main, même si c'était à peine, mais pour moi, ça voulait tout dire. Et il me disait non, vous espérez, donc vous imaginez, c'est dans votre tête. Mais je ne suis pas folle. C'est comme dans ta visualisation, finalement. Je ne suis pas folle, je le vois. Donc j'ai commencé à chercher sur Internet. Et je ne comprenais pas parce qu'on me disait tous les médecins l'ont vu et tout le monde a le même avis. Sauf que Mousse était en réanimation polyvalente parce qu'il y avait les reins qui avaient arrêté de fonctionner, plus la tête, le tronc cérébral qui avait été touché et le cervelet. Donc il ne pouvait pas être ni en neuro ni en urologie. Donc on l'a mis en polyvalent, où il y avait tout, des gens brûlés, des accidentés, un peu de tout. Et j'ai cherché un neuro. Et j'ai vu un super professeur Puy-Bassé, ça me revient. Professeur Puy-Bassé. Je cherche sur Internet, je vois que c'est un meilleur. Parce qu'on voit qu'au Canada, ils ont fait des grandes études sur la neurologie, c'est des pontes. Mais nous, c'est pas possible de transférer au Canada dans son état. Et je réussis, je cherche, et je vois que ce professeur est à l'hôpital La Salpêtrière, dans le même établissement où est Mousse. Mais c'est tellement grand qu'il y a plusieurs bâtiments. J'appelle le matin au réveil. Je tombe sur la secrétaire en plein mois d'août. Je me dis, là en vacances, pour le mois d'août, un professeur. Je rêve, mais je le fais. La secrétaire me dit, donc j'explique ma situation. Elle me dit, écoutez, je transmets le message au médecin. Je me dis, je ne serai jamais rappelée. 1 heure après, on me rappelle. Il est 12h. 14h, je suis dans le bureau du médecin, du professeur. Tu as visualisé ce moment aussi? Ben, j'ai cru, On m'a dit, c'était la foi. Je sais pas, ouais. Ah, j'ai une foi. Je vois ce médecin qui me reçoit, il n'était pas en blouse, hein, parce qu'il me reçoit en patiente externe, en consultation externe, et il me dit, je vous entends, et je lui dis, ben, et il faut venir voir mon mari. Il me dit, mais déontologiquement, je ne peux pas intervenir dans un service et c'est pas mon patient. Je ne peux pas intervenir. Et il est bien entouré. Le service
Où il est très bien, donc je ne peux rien faire pour vous. Et là, je me dis, c'est pas possible, il ne peut pas me lâcher. De nouveau. De nouveau. Et puis finalement, il me dit non, je suis désolée, je ne peux rien faire. Il part de la salle. Et là, je suis avec un ami de Mousse, Serge. Et je lui dis, Serge, je ne peux pas nous faire ça. Et puis il revient, il met la blouse, il dit, allez, on y va. J'ai envie de dire bravo pour ta foi. Ça, pour moi, c'est un acte de Et là, foi. on y va, il me dit, mais par contre, vous restez en salle d'attente. Hein, parce que vous me mettez dans la... J'ai pas le droit de faire ce que je fais, donc vous restez en salle d'attente et je veux pas vous entendre. Je dis ok. Je reste dans la salle d'attente. Surtout, c'était dans des horaires où on n'avait pas le droit d'être en réanimation. Et il arrive. Tout le monde est au garde à vous devant lui. Tout le monde me regarde parce qu'ils comprennent le personnel, parce qu'ils sont top. Et je les ai encore en contact sur les réseaux. Et ils m'envoient tellement d'amour. Je les adore trop. Et ils me regardent tous en disant elle est dingue. Donc il va le voir. Il reste un moment, il essaie de le... Et j'entends, hein, il me dit de ne pas bouger du couloir, mais je suis collée comme ça, en me disant, je voulais écouter. Et j'entends rien, monsieur Pierre Diouf, monsieur Pierre, parce que son vrai prénom c'est Pierre. Pierre. Et je dis, mais c'est pas possible, il va pas se réveiller, il peut pas, Pierre, c'est pas possible. Et je rentre quand même. Et il me dit, il me fait signe de partir. Et je lui dis, dites-lui Mousse. Et il n'y a rien qui se passe. Et là, il me dit, bon, allez, rentrez. Parlez-lui. Et là, je lui parle, Mousse, il ne bouge pas. Et là, j'ai toutes les larmes de mon corps qui sortent. Et là, pour moi, c'est l'effondrement. Tout s'écroule, tout ce que je vis à travers ma belle famille, toutes les émotions, en fait, ma bulle, elle explose. Et je me dis, c'est terminé. Et puis, je lâche pas, je prie, s'il te plaît, réponds-moi, s'il te plaît. Et là, il commence à bouger. Et le médecin a déclaré son réveil officiel. Waouh. Non, mais 4 mois après, alors que ça faisait déjà au bout d'un mois, je le voyais bouger. Ce que je trouve magnifique dans ton partage, c'est que tu t'es pas résigné à l'annonce qu'on t'a dit, il passera pas la nuit. Tu as été jusqu'au bout. Tu t'es accroché à ta foi. Tu es relié à quelque chose de plus grand. Et après ça, du coup, il va encore vivre 3 ans. Ben oui, et encore. Pareil, parce que finalement, il y a le réveil qui est déclenché. Donc, Mousse va tout de suite, au lieu de le laisser dans un lit avec une blouse, on l'habille, on le met dans un siège et tout va très vite. On peut le placer dans un centre, le sortir de la réanimation. On peut le mettre dans un centre de réadaptation. Et là, on fait très très vite les démarches pour qu'il soit rapatrié dans un centre de réadaptation. Et je réussis à avoir une place dans le meilleur centre de réadaptation, qui est la clinique Saint-Martin, dans le sud de la France, qui est une meilleure d'Europe. Je réussis donc, en attendant le transfert en réanimation à Marseille, et le temps de pouvoir avoir cette place et le placer dans... Et là, c'est pareil, quand je le sors de la Timone, on me dit... il y avait beaucoup de complications. Des fois, j'arrive en réanimation. Un jour, je rentre dans son box et il y a un drap sur sa tête. On n'est pas ménagé. Et je me dis, mais on m'a rien dit. Quoi, c'est l'heure de la visite, je rentre, je vois dans le box où je vais le voir tous les jours, il y a un drap sur sa tête. Et là, je vais m'évanouir. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai une infirmière qui arrive qui me dit, oh pardon, Madame Dur, on s'est trompé, on a changé Mousse de box. Donc c'est terrible. Ascenseur émotionnel. Ah, c'est terrible, les émotions, ce qu'on vit. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et je tiens le coup. Puis après, donc, Mousse a sa place en réadaptation. Puis il y a des complications, il y a des opérations. Moi, entre-temps, je perds mon papa. Je retrouve une période de ma vie en décembre 2009. J'ai mon père et Mousse dans la même réanimation. Et là, je me dis, compliqué. Et mon papa a tenu, alors qu'il était là pour me soutenir pendant la maladie de Mousse, est parti violemment en 3 semaines d'un cancer du pancréas. Ah ouais, c'est les cancers les plus... Ouais, en 3 semaines. Et il est décédé le 24 décembre. Un jour de Noël. Ouais. Et on l'a enterré le 26.
Et tout en veillant sur mon mari, en accompagnant mon mari, j'ai vécu le décès de mon père. Sandrine, toi qui as traversé le deuil, qui est quelque part l'une des épreuves les plus douloureuses dans la vie, qu'est-ce que tu pourrais partager comme clé pour bien vivre ces grandes étapes de vie? Ben, c'est de se mettre, d'écouter personne, déjà, de pas écouter les avis de droite et de gauche, ou des copines. Moi, j'ai des copines qui m'ont dit, Sandrine, t'es jeune. Bah, j'avais 36 ans quand Mousset est malade, 39 ans, j'étais veuve. Ah waouh. Qui m'ont dit, il y a d'autres choses qui t'attendent derrière, avance. Arrête de te battre, tu te détruis. Parce qu'on passe derrière ça, les crises de panique, tout ce qui a été pour moi, tout ce que j'ai vécu. Hein. Mon corps a lâché. Mais j'ai pas lâché. Je me suis mise dans ma bulle. Donc le conseil, c'est de se mettre dans une bulle. Et D'amour, ouais, de soutien. De soutien. Moi, c'était mes enfants et ma famille qui me donnaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'étais jamais seule. Jamais seule. Et ta foi. Et ma foi. J'ai prié. Et j'ai cru, je savais qu'il n'était pas son moment de partir. Et j'ai continué à faire mes allers-retours, à travailler à Paris. Je prenais mon TGV le matin très tôt, à 5 heures du matin. Je faisais ma journée et je repartais le soir pour dormir avec mon fils, pour aller embrasser mon mari une dernière fois. Les visites étaient terminées, mais il savait que j'arrivais de Paris à 21h, 22h. Et je repartais le matin à 5 heures du matin. Parce qu'il fallait continuer. Il n'y avait que mon salaire, c'est moi qui travaillais, c'est moi qui ramenais de l'argent pour payer déjà les frais médicaux, etc. Parce que Mousse était pas français. Donc il n'avait pas tout un cursus, il n'y avait pas d'aide sociale du tout. Et comment, après le deuil, tu trouves encore la force d'avancer, d'écrire une autre page? L'amour de mes enfants, l'envie de... Ils m'ont rarement vue en faiblesse, mes enfants. Pour eux, je suis une femme forte. Tu es, je confirme. Et bon, ils m'ont vue aussi dans mon lit des 24 heures où il faut savoir quand le corps il a envie de rester dans ma chambre dans le noir ou de voir personne. Mais ils ont respecté. J'ai toujours été une maman qui active. J'ai jamais arrêté mon travail. Donc c'est mon travail qui m'a donné la force d'avancer aussi, continuer à avoir une vie sociale. Et après, en grandissant, au fur et à mesure, j'avais de moins en moins de tâches obligatoires de maman. Je l'ai compensé en créant des business. Ouais. Parce que je suis une hyperactive et j'ai peur de l'ennui. Et en fait, je pense que c'est pas de l'ennui, c'est pour pas penser. Ah, c'est pour pas penser ou c'est un besoin de te réaliser? Ça va, les deux vont ensemble. Mais c'est, je veux pas penser au vide. Je veux pas penser. Alors j'aime ma solitude. Hein. Je suis une femme qui a besoin de partir et de me ressourcer seule. J'aime la compagnie. Je suis quelqu'un de très social aussi. Mais j'ai besoin de me retrouver parce que tous les 2 jours, je suis dans un avion ou dans un train déjà. Je fais beaucoup de sport parce que j'ai besoin d'évacuer ce stress parce que j'ai un métier qui est stressant. J'essaie d'accompagner au mieux mes grands-enfants parce que j'en ai un qui est un bout de la France et l'autre de l'autre côté. Mais je reste une maman à part entière et une femme d'affaires à part entière et je construis le travail. En fait, être débordée me va très bien. Plus je suis débordée, plus je suis performante. On n'a même pas eu le temps de parler de ton organisation. On arrive gentiment au bout. Mais si tu devais partager vraiment, je ne sais pas, une clé ou une recette, même si on a chacune notre recette, moi j'aime bien partager des clés et chacune, on est toutes uniques, on est tous uniques et trouver finalement les ingrédients dont on a besoin pour notre recette. Mais si tu devais nous partager pour toutes ces femmes qui ont envie de construire ambition, trouver l'amour fou, comme tu l'as eu avec Mousse, et famille, et les enfants, et concilier tout ça, qu'est-ce que ce serait? C'est l'amour. Ouais, ça c'est sûr. C'est l'amour, c'est croire en soi, ne pas douter, même si on a des moments de doute, mais il ne faut pas se laisser envahir.
faut vite, faut savoir couper. Moi, quand j'ai des moments de doute, ben, je n'hésite pas à soit m'isoler à la maison toute seule, sans voir personne, soit à partir 2 jours toute seule, soit, alors moi je pars l'été, souvent, je coupe un mois, mais toute seule. Hein. Alors on me dit, quel dommage, tu partages rien, mais je, j'ai besoin en fait de me poser les vraies questions, des fois de pleurer toute seule, et, mais je crois en moi. Je crois profondément en moi. Donc, de croire en soi et en ses rêves, finalement. En mes rêves et en... Ouais. Petite, je voulais être hôtesse de l'air. Et regarde, Finalement, je suis toujours dans les airs, à droite et à gauche. peut-être quel signe? Bélier. Ah ouais, pourtant, c'est un vrai signe de terre. Ouais, Mais ouais. la joie te vient peut-être de Ouais. cet air. En tout cas, merci infiniment, Sandrine, d'avoir été avec nous, de Merci à nous toi. avoir partagé des choses tellement profondes de ton Ben, il faut histoire. se dire qu'il y a toujours pire. Il y a toujours pire que ce qu'on vit. Ouais, Il y a toujours pire. pourtant, tu as traversé... Oui, j'ai perdu un papa, j'ai perdu un mari. Il y a des femmes qui perdent leur enfant. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est encore autre chose. Et ça, je pense C'est que c'est encore, encore plus dur. c'est encore autre chose. Ouais. Ça, c'est la douleur. Et donc, je me dis qu'il y a toujours pire. C'est pas grave. Ce qui s'est mis sur mon chemin, si on me l'a mis devant, c'est que je pouvais le surmonter. Merci infiniment. Je retiens une chose, moi. C'est-à-dire prendre un moment pour soi, pour savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus et ce que tu ne veux absolument pas. Et je crois que je vais conclure là-dessus parce que je trouve ça vraiment fort. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils sont dans ce flot. Et toi, tu dis, je me fais ma bulle, je me donne ce temps pour savoir ça. Et je pense que c'est une de tes recettes, en tout cas de ce que j'ai ressenti. Merci Sandrine infiniment. Merci à toi. Merci. Merci. Bonjour, si tu me découvres à l'instant, je suis Alem Schroeder et j'ai à cœur d'accompagner les femmes leaders à concilier leur ambition professionnelle, amoureuse et familiale entre science et foi. Si tu désires m'écrire, n'hésite pas, le lien est dans ma bio, le premier lien dans la description. Et bienvenue sur le podcast Revealing, entre science et foi.